Et on est reparti. Chose promise, chose due, je vous raconte l'histoire qu'il m'est arrivée hier soir en arrivant à Bourriot. Alors que je traversais le village, il n'y avait pas âme qui vive. Et j'avais trouvé sur mon application qu'il y avait un gîte. Comme vous le savez, j'aime encore bien aller demander si je peux poser ma tente dans un gîte parce que les gens ont l'habitude de voir du passage et en général, on ne me dit jamais non. Or, quand j'arrivais à ce gîte, je voyais qu'il y avait un monsieur au loin, sur sa propriété. Le terrain était assez grand, qui était en train de tondre sa pelouse. Vous savez, il était sur cette espèce de tracteur et il était occupé. Un peu sur ma droite, il y avait une maison plutôt coquette et je voyais que la porte était entrouverte. Donc je me suis un peu approché de la maison et puis j'ai commencé à dire bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y avait pas de réponse. Alors je me suis approché carrément et j'ai vu que par la porte ouverte, il y avait une remise et il n'y avait personne là. J'ai sonné mais on ne me répondit pas. Alors je m'approchais plus près du monsieur qui tondait sa pelouse et je vis qu'il n'était pas seul. Il y avait un autre homme avec lui, avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Et je commençais à faire des signes pour attirer leur attention. Je ne voulais pas aller plus près, je ne voulais pas aller trop loin sur la propriété sans en avoir leur permission. Alors ils finirent par me remarquer à un moment et ils vinrent tous les deux vers moi. Je leur expliquais ma situation. Et le monsieur qui était en train de tondre sa pelouse et qui était avec son ami, celui qui avait les cheveux et la barbe blanche, m'invita immédiatement à rester sur sa propriété. Il s'appelle Jean-Jacques et son ami s'appelle Claude. Eh bien, Jean-Jacques avait une parole assez arborescente. Il avait l'habitude de parler, de répéter ce qu'il disait, et il me dit plusieurs fois que je pouvais très bien poser ma tente. Et à mesure que sa pensée évoluait, il me dit, mais au fond, tu peux aussi avoir une douche. Et puis il me dit, bah, tu vas manger avec moi ce soir. Et puis finalement, pourquoi monter ta tente, me dit-il, je t'ouvre le gîte carrément, tu pourras dormir dans un lit. Par contre, je ne te fais pas les draps, me dit-il, tu dormiras dans ton sac de couchage. Et c'est comme ça que la soirée s'est déroulée. J'ai été prendre une douche rapidement, et puis je les ai rejoints tous les deux. Alors en fait, Jean-Jacques a converti sa maison, celle-là dont même je disais qu'elle était coquette, en gîte, et lui désormais vit avec son épouse, Madé, qui est la contraction d'un prénom, mais j'ai oublié. Son épouse, elle vient de La Réunion, mais elle n'était pas là. Je ne l'ai jamais rencontrée car elle était sur Paris à ce moment-là. Mais je passais la soirée avec Jean-Jacques et Claude. Jean-Jacques avait préparé des pâtes carbonara et on mangeait ensemble. Et il vivait, Jean-Jacques, juste à côté en fait. Un peu plus loin sur la propriété, il y avait une toute petite maison, une toute petite maisonnette, neuve et moderne. Mais apparemment, la maison familiale, une fois que les enfants avaient quitté le nid, avait été transformée en ce gîte. Et eux, les parents, eh bien, vivaient un peu plus loin sur le terrain. Eh bien, Jean-Jacques était un bon vivant. Il buvait beaucoup d'alcool avec son ami Claude. Il fut amusé lorsque je lui dis que j'étais le seul Belge qui ne buvait pas d'alcool. M'offrir une bière est une des premières choses qu'il m'a proposé d'ailleurs. Et je compris que Jean-Jacques était en fait un chasseur. Et Claude intervint en me disant qu'à l'époque où lui vivait sur Paris, était absolument anti-chasse. Il ne supportait pas l'idée que l'on tue des animaux. Mais à mesure que j'écoutais Jean-Jacques parler de son travail, je compris que, en fait, il était plus qu'un chasseur, il était véritablement un garde forestier. Il m'expliqua que il y avait une telle chose que la palombière. Alors il dit « Ah, mais tu ne sais même pas ce que c'est qu'une palombière !» J'imite très mal son accent, mais
Il parlait avec une grosse voix. Il m'avait expliqué, Jean-Jacques, qu'il avait été pompier à Paris pendant 25 ans. Il me dit ça en tripotant son abdomen ventripotent, disant qu'autrefois il avait eu des abdos, mais désormais les tablettes de chocolat avaient fondu et étaient devenues du Nutella. Il était comme ça, c'était un bon vivant, un épicurien, comme il aimait le répéter. Et désormais il vivait dans les Landes, c'était un Normand d'origine. Ça je l'ai appris au moment du dessert, lorsqu'il se servit un morceau de fromage. Apparemment les Normands en raffolent. Je lui disais que je savais ce que c'était la Palombière, car j'en avais vu une où j'étais passé par un lieu-dit qui s'appelait la Palombière, près d'un lac que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Je lui disais que c'était une cabane de chasseurs, mais il haussa les yeux au ciel lorsque je lui dis cela. Tu dois comprendre, m'expliqua-t-il, que la Palombière, c'est la cabane dans les bois dont on a tous rêvé lorsque nous étions enfants. C'est une cabane sans eau ni électricité, dit-il, de la taille d'un chalet, renchérit Claude, dans laquelle on a mis un poêle à bois, continua Jean-Jacques, et il m'expliqua que il y avait en fait toute une structure sociale autour de cette Palombière. Et Claude, lui, continua l'explication en disant que Jean-Jacques était continuellement en train de recevoir des gens là-bas, des copains de copains et des copains de copains de copains, ça n'arrêtait pas, et que on commence à préparer à manger à 9h du matin à la Palombière, et puis on mange dans la foulée, et puis on mange vers midi, et puis avec ça, tout est bien arrosé comme vous vous doutez, et Claude disait en riant que l'après-midi, eh bien, tous ces chasseurs dorment. Et alors Jean-Jacques est un chasseur, mais il m'a dit qu'il était un chasseur traditionnel, c'est-à-dire qu'il ne chasse pas avec un fusil, mais avec des filets. Il y a dans la région ce qu'ils appellent les palombes, ce sont des pigeons d'une couleur bleuâtre, et apparemment il y en aurait des millions qui migreraient par les Landes. Et Jean-Jacques, lui, pose des pièges à filets qui sont actionnés par la main de l'homme. Et alors le but du jeu, c'est de se cacher dans sa palombière, de ne pas faire le moindre bruit, de laisser les oiseaux se poser dans les arbres, d'attendre qu'ils descendent sur le sol, et à ce moment-là, hop, vous les attrapez. Et Jean-Jacques me disait que l'année dernière, il n'en avait pas attrapé un seul. Ben, je pensais de mon côté que s'il passait autant de temps à manger et à boire, c'était peut-être une explication possible. Claude expliqua que vient le moment de l'année, maintenant dans les Landes, où ça devient difficile de même trouver un médecin, parce que tout le monde se sauve dans les bois, se sauve dans sa petite palombière, et les gens se visitent les uns les autres et passent des heures et des heures ensemble à vivre dans la nature et à essayer d'attraper quelques palombes. Jean-Jacques m'expliqua qu'il ne prenait absolument aucun plaisir à tuer les animaux, et Claude renchérit que, en fait, il y a un bar tabac au village Bourriot, et lorsque les gens ont capturé des palombes, eh ben, ils se rendent là-bas pour se montrer leur prise les uns les autres. Et Jean-Jacques, lui, disait Claude, a l'habitude de donner les siennes, carrément il les offre. Il les offre à ses invités, il les offre à qui en veut. Il ne fait jamais cela pour de l'argent, et pourtant ils m'expliquèrent que ces palombes peuvent valoir cher et se revendent dans des restaurants ou même dans des boucheries. Mais ils me dirent que eux ne tiraient pas sur tout ce qui bouge, enfin plutôt Jean-Jacques, parce que Claude lui-même n'était pas chasseur, mais il aimait bien aller passer du temps là-bas à la Palombière. Et on comprend que c'est tout un système social qui est installé là, toute une culture, toute une tradition. Ils m'expliquèrent tous les deux qu'ils étaient envahis dans la région de chevreuils et de sangliers, et que ces chevreuils et ces sangliers pouvaient être une nuisance pour les automobilistes, un danger, et que cette croyance selon laquelle les chasseurs pouvaient exterminer jusqu'au dernier sanglier d'une région était absolument infondée. Jean-Jacques me dit qu'une femelle sanglier pouvait mettre à bas 4 fois sur une année, et parfois déporter de 12 petits. Et donc que c'était très facile, si on ne régulait pas les animaux, d'être absolument envahis. Et que ces animaux-là pouvaient aller détruire les récoltes des agriculteurs, et qu'en réalité, lorsque cela se produisait, ces agriculteurs touchaient des indemnités, mais qui ne venaient pas de l'État, qui venaient des chasseurs eux-mêmes. Je compris que pour être chasseur, il fallait avoir une licence, il fallait acheter cette licence, et qu'une partie de l'argent qui était donné à ce moment-là servait à dédommager les agriculteurs lorsqu'ils étaient lésés. Et ben, je compris donc que le chasseur ici a toute une fonction, a vraiment un rôle de garde forestier. Plus j'écoutais Jean-Jacques, et plus il me semblait qu'il était en vérité un véritable écologiste. Encore qu'il utilisait ce mot-là pour désigner ses ennemis mortels qui habitaient dans les villes,
Et c'était amusant parce qu'à chaque fois qu'il se rendait compte qu'il allait trop loin, il disait que non, ces gens-là doivent exister aussi, mais disait-il, dans tous les milieux, il y en a toujours qui vont trop loin. Et je trouvais qu'il avait cette sagesse populaire, et tout imbibé d'alcool qu'il était. Je me demandais s'il ne fallait pas à un moment rajouter un peu de sang dans son alcool d'ailleurs. Je trouvais qu'il avait cette sagesse populaire, et il se disait anti-anti. On comprenait par là que il y avait de la place pour tout le monde, que tout le monde pouvait vivre avec ses idées, qu'il fallait de tout pour faire un monde, comme on dit. Mais que c'est vrai que dans certains milieux, il y a des fanatiques. Enfin, dans tous les milieux, il y en a. Et lorsque ces gens prennent le pouvoir, ça devient un problème pour tout le monde. Claude, lui, était écrivain. Encore qu'il refusait d'employer ce mot pour se décrire car il était trop modeste. Il me dit qu'il avait écrit ses mémoires sous le nom de « La vie extraordinaire d'un homme ordinaire », où il racontait comment il avait été comptable dans le monde du showbiz. Il avait travaillé pour un certain Eddie Barclay, qui est apparemment extrêmement célèbre pour avoir introduit le disque en France, et puis il me cita le nom de toutes sortes de personnalités pour qui il avait été comptable. Il me les cita, mais je les oubliais aussitôt qu'il prononça leur nom. Je ne me souviens que du footballeur Zidane. Il me dit qu'il avait gagné pendant des années quelque chose comme 30 000 € par mois en travaillant 18 heures par jour. Il m'expliqua qu'il avait souffert d'hypersensibilité et d'une timidité maladive pendant des années, et que dans le milieu, ça l'avait fait passer pour quelqu'un de prétentieux, parce qu'il parlait pas ou peu et n'osait pas aborder les gens. Je crois qu'il y a beaucoup de gens timides ou introvertis qui souffrent de ce même problème. Maintenant, il était à la retraite, son épouse l'avait quitté après 30 ans de mariage, et il était parti s'installer dans les Landes. C'est comme ça qu'il avait fait la rencontre de Jean-Jacques, il y a une quinzaine d'années maintenant, et les deux étaient devenus de grands amis qui se rencontrent plusieurs fois par semaine désormais. Claude a également écrit un deuxième livre, c'est un polar, un roman policier, dans lequel il mélangeait la fiction avec la réalité. Il se trouve que le fil des événements l'avait amené, tenez-vous, à devenir à Paris le directeur d'un peep show, et dans son roman, il voulait décrire les conditions horribles, parfois le traitement qui était réservé aux femmes qui travaillent dans ce genre d'établissement. Les deux compères ne cessaient de se chambrer l'un l'autre. Lorsque Claude dit qu'il souffrait d'hypersensibilité, Jean-Marc, à ce moment-là, l'interrompit pour dire que c'était lui qui l'avait décoincé. Et puis, nous nous entendons bien, dit Jean-Marc. Mais c'est quand même moi le mal dominant. Et parfois, Claude restait incapable de trouver quoi lui répondre. Il lui manquait la répartie et il restait pantois, mais on voyait bien qu'il attendait son ami au tournant pour lui faire un croc-en-jambe à son tour. Et d'une certaine manière, je me délectais de leur complicité. J'ai passé une très bonne soirée avec eux. Jean-Jacques m'avait invité à prendre une tasse de café le matin et de manger un morceau de pain. Eh bien, je me suis rendu chez lui ce matin et j'ai mangé quelques tranches de pain qui étaient absolument délicieux avec de la confiture d'orange. Peut-être appelle-t-on ça de la marmelade. D'habitude, je n'aime pas ça, mais cette fois-ci, c'était absolument délicieux. J'en aurais mangé le double ou le triple si ça n'avait pas été contre la courtoisie. Et j'ai en fait quitté Jean-Jacques en ayant faim, j'en aurais bien mangé plus, tellement c'était bon. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus délicieuses. Cette confiture d'orange maison et ce pain était vraiment un régal. Et bien aujourd'hui, je me dirige vers un petit village qui s'appelle Bostins, que je ne prononce peut-être pas correctement, comme à mon habitude, parce qu'il y a tellement de localités que je mélange un peu tout. C'est à une vingtaine de kilomètres de Bourriot. Je vais passer par une ville plus grande qui s'appelle Roquefort. Et quand j'aurai atteint ma destination aujourd'hui, eh ben, je serai à une vingtaine de kilomètres de Mont-de-Marsan. Eh ben, on se rapproche de plus en plus des Pyrénées. À partir de Mont-de-Marsan que j'atteins demain, si tout va bien, encore 3 jours jusqu'à Orthez et puis 3 jours jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes aujourd'hui un mercredi si je ne me trompe pas. Je me trompe probablement. Mais non, je crois que bien qu'on est mercredi et je serai dans les Pyrénées jeudi prochain. C'est-à-dire que je traverserai les Pyrénées le 26, si tout va bien. Alors la météo en ce moment est absolument délicieuse, mais apparemment ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine. Et ça m'ennuie un petit peu parce que moi, les Pyrénées, j'aurais bien voulu les traverser quand il fait beau. Eh bien, on n'a pas toujours ce qu'on a envie. Et puis, de toute façon,
les prévisions météorologiques, elles sont aussi acérées que mon sens de l'orientation, alors je ne m'en fais pas encore trop pour le moment. Nous voilà arrivés à notre destination pour aujourd'hui. Reste encore à trouver un endroit où passer la nuit.